La Somalie est un des pays les plus dangereux du monde. Dès notre arrivée à l'aéroport de Mogadiscio, nous sommes pris en charge par UK. Cet ex-soldat des forces spéciales somaliennes travaille pour une société de sécurité privée. Il assurera notre protection. Cette voiture est blindée. C'est un modèle B6. Quand elle est fermée et verrouillée, rien ne peut l'atteindre. Les balles, les explosions. Elle résiste à tout. Nous roulons escortés par un cortège de 8 gardes armés. Le pays a été relativement épargné par le Covid-19. 130 morts seulement ont été recensés depuis le début de la pandémie. Les attentats, en revanche, sont quasi quotidiens dans la capitale. Nous sommes arrêtés à ce checkpoint. Quelque chose s'est passé dans la ville? Oui, il vient d'y avoir une explosion. Un attentat vient d'avoir lieu au bout de cette rue. Le panache de fumée est encore visible. La ville est bouclée, mais nous parvenons à rejoindre notre hôtel, une vraie forteresse. Il est protégé par des murs anti-bombes et chaque véhicule est scrupuleusement fouillé par des gardes armés. Dans l'hôtel, la société de UK a fait aménager une pièce spéciale en cas d'attaque, une panic room. Si quelque chose arrive, vous devez venir ici. C'est notre bunker. En cas d'attentat, vous devez vous réfugier là. C'est sécurisé. Il y a une réserve d'eau pour tenir plusieurs jours. Et la porte est à l'épreuve des balles. Cet hôtel n'abrite aucun touriste. Il n'y en a plus à Mogadiscio. Les résidents sont pour la plupart des officiels somaliens qui ont quitté leur domicile en ville pour y trouver refuge et sécurité avec leur famille. Comme le chef de la police, par exemple. De l'autre côté de l'hôtel, UK a fait installer un PC de sécurité. Voilà notre salle des opérations. Depuis ses écrans, il peut surveiller l'ensemble du périmètre de l'hôtel, mais aussi suivre à la trace les voitures blindées de sa société, équipées de puces GPS. En l'absence de services d'information officiels, c'est depuis les réseaux sociaux que leur parviennent les dernières nouvelles de l'attentat du jour. Ici, nous avons Twitter qui nous permet de suivre les dernières nouvelles internationales, mais aussi locales. Zakia Hussein est l'adjointe du chef de la police. Elle vient de confirmer sur Twitter que l'attaque qui a eu lieu est un attentat à la voiture piégée. Il a eu lieu à un barrage. C'est à peine à 100 mètres d'ici. Le soir même, nous récupérons cette vidéo amateur. L'attentat a fait 12 morts et une trentaine de blessés. Ces drames sont devenus presque routiniers dans cette ville à feu et à sang. Située sur la corne de l'Afrique, la Somalie est rongée depuis 1991 par la guerre civile, la piraterie, le terrorisme islamiste et la famine. Plus de 500 000 morts en 30 ans. Souvenez-vous de Bernard Kouchner en 1992, qui débarquait à Mogadiscio avec des sacs de riz donnés par les écoliers français. Absolument envoyer des médecins du matériel. Ils n'ont pas de drap pour être enterrés. Ils n'ont pas de nourriture pour survivre. Depuis 2006, la Somalie est sous la coupe d'un mouvement islamiste, les Chebab, qui terrorisent le pays. Leurs combattants occupent près des 2/3 du territoire et menacent Mogadiscio. Ils multiplient les attentats à la bombe. Depuis 2 ans, ces attaques ont fait plus de 200 morts. Les Chebab agissent même jusqu'au Kenya voisin. En 2013, 68 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un centre commercial à Nairobi, la capitale.
les jours, des centaines de policiers tentent par tous les moyens de protéger Mogadiscio des attentats terroristes. On vient de m'informer qu'il fait partie des Chebab. On va l'interroger pour en savoir plus. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer dans la prison centrale de Mogadiscio. Les terroristes islamistes s'y entassent à 50 par cellule. La majeure partie des prisonniers qui sont ici sont des meurtriers. Il n'est pas prudent de les approcher. Dégage! Rentre dans ta cellule, espèce de chien! Une nouvelle génération d'hommes politiques, comme le maire de Mogadiscio, tente de restaurer une administration efficace au péril de leur vie. Les responsables politiques comme moi sont les cibles principales des terroristes. Les services de secours n'ont pas les moyens de répondre aux urgences, avec des conséquences souvent dramatiques. Nous l'emmenons à l'hôpital. Nous prions Dieu pour qu'elle guérisse. La Somalie est le pays le plus corrompu du monde. Une partie des milliards de l'aide internationale n'arrive jamais à destination. Nous sommes face à un dilemme. On pourrait appliquer la tolérance zéro. Mais dans ce cas-là, plus rien ne pourrait être fait sur le terrain et des gens mourraient. Après 30 ans de conflit, et malgré l'engagement du reste du monde, les habitants de Mogadiscio tentent de survivre dans cette ville, au bord du chaos. Dans le centre-ville, les stigmates de la guerre sont encore visibles sur chaque façade. Le centre historique est parsemé de ruines. Les services publics sont quasiment inexistants et l'économie est au point mort. Les 2,5 millions d'habitants de Mogadiscio survivent au jour le jour. De petits commerces ou d'élevage en pleine ville. Le salaire moyen est de 2 $ par jour. Le pays connaît toujours des famines. Plus des 2 tiers de la population ont moins de 25 ans. Pour la plupart, ces jeunes vivent de petits boulots et rêvent de quitter le pays. Mohamed a 22 ans. Il est chauffeur de tuk-tuk. Ces milliers de petits taxis se faufilent partout dans les rues de la ville. Il travaille parfois plus de 20 heures par jour. Le tuk-tuk, c'est un travail accessible pour les pauvres. C'est vrai que je ne suis pas allé à l'école et je le regrette, parce que j'aurais pu trouver un meilleur travail. Pour circuler en ville, il n'existe pas de transport en commun. C'est combien pour aller jusqu'au quartier d'Ouaberi? C'est 2 $. 2 $, c'est un peu cher. Tu peux me faire un prix? Bon, à 1,50 $. Ok. Une course de 20 minutes coûte environ 1 €. En Somalie, la monnaie locale, le shilling, n'est plus utilisée et les transactions se font en dollars américains. Je te donne mon numéro pour que tu puisses me payer. Il n'y a presque pas d'argent liquide en circulation. Les transactions du quotidien se font par un simple SMS. Ce système s'appelle EVC. C'est comme ça qu'on me paye. Je ne prends jamais d'argent liquide. Je n'ai pas de compte bancaire. Mais avec ce système, mes économies sont en sécurité. Mohamed n'a pas les moyens de passer son permis de conduire. Alors à chaque barrage, il est à la merci des policiers corrompus. Les checkpoints sont souvent des points de raquette. Lorsqu'on me demande mes papiers, je dois payer 5 $ pour ne pas me faire arrêter. Et puis ça recommence quelques kilomètres plus loin. Les chauffeurs de tuk-tuk comme Mohamed ne sont pas les seules victimes de la gourmandise des policiers. Nous en faisons l'expérience avec notre propre véhicule. Salut, ça va mon frère? Vous êtes combien de personnes? Nous sommes 4 policiers aujourd'hui. Ok, j'ai compris. 2 $, ça vous va? Ouais, si Dieu le veut, ça nous va. Notre chauffeur paye 8 $ avec son téléphone portable pour pouvoir passer.
Allez, passe une bonne journée. Allez, à la prochaine. Certains jours, toute la recette de Mohamed y passe. Parfois, les policiers me raquettent 3 fois dans la journée. Le soir, je rentre chez moi avec un mal de crâne. Parce que j'ai tout perdu. Mohamed vit dans ce quartier du centre-ville. Il partage cette maison avec sa mère, ses 5 frères encore adolescents et sa sœur. Son salaire sert à subvenir aux besoins de la famille. Là, c'est la cuisine. C'est ici que nous préparons tous nos repas. Aujourd'hui, nous avons mangé du riz et des légumes. Ici, nous conservons nos galettes. Là, nous avons du beurre. En tant qu'aîné, Mohamed est devenu malgré lui le chef de famille avant ses 18 ans. Mon père est décédé en 2011. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner ensemble. C'est alors que nous avons entendu des coups de feu. Il est sorti pour voir ce qui se passait et les shebabs lui ont tiré en plein cœur. Il est mort. Ce jour-là, Mohamed reçoit des amis d'enfance. Tous nés avec la guerre civile, ces jeunes subissent la violence au quotidien. Il n'y a pas de travail ici. Il y a tout le temps des tueries. On meurt sans raison. La vie à Mogadiscio est vraiment difficile. C'est très dur. Tu as déjà perdu des amis? Pas seulement 1 ou 2. J'ai perdu beaucoup d'amis. Nous avons perdu des amis dans des explosions. C'est pourquoi certains ont décidé de partir en Europe. Moi aussi, j'ai eu envie de partir. Tous ont tenté de fuir le pays en 2016 avec l'espoir de gagner l'Europe. Moi, je voulais aller en France car j'ai des amis là-bas. Un à Paris et un dans une autre ville. Moi, au Danemark. Moi, en Allemagne. Pour leur voyage, ils ont fait appel à des passeurs qu'ils ont payés 7 000 €. Tous ont pris des chemins différents et tous ont vécu un enfer. En quittant la Somalie, je suis d'abord passé par le Kenya. Là-bas, on m'a emprisonné. Ils m'ont gardé pendant 7 jours. Je n'avais personne pour payer ma rançon. Finalement, j'ai réussi à rejoindre le Sud-Soudan. Je suis monté dans un bus, mais il y a eu une embuscade. Il y a eu des coups de feu et un accident. Je me suis cassé le bras. Ma main n'est plus droite, regardez. Et je me suis même pris une balle dans le dos. Regardez, la balle est toujours à l'intérieur, vous pouvez la sentir. Malgré tout ce qu'ils ont enduré, ils n'ont qu'une envie, quitter la Somalie et repartir sur cette route de l'horreur. Qui veut toujours aller en Europe? Moi. Pour Mohamed, le voyage a tourné court au Soudan. Détenu plusieurs jours dans une cuve à mazout par des bandits, il a réussi à prévenir les chefs de son clan. Il nous les a présentés. En Somalie, on les appelle les sultans. Nous avons appris ses conditions de détention. Il était très malade et il avait de l'eau dans les poumons. On a envoyé de l'argent pour qu'il puisse aller à l'hôpital et rentrer à la maison. Est-ce que vous étiez d'accord qu'ils partent comme ça en Europe? Non, pas du tout. Notre jeunesse perd sa vie en voulant aller en Europe. Là-bas, ils ne trouveront que le malheur. Vous comprenez qu'il a peur de vivre ici? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il veut, mais ce que nous voulons. C'est 1000 fois mieux de vivre dans son pays auprès de sa famille et de travailler ici plutôt que de souffrir ailleurs. Pour l'inciter à rester, les sultans lui ont prêté 3 000 € pour qu'il s'achète un tuk-tuk. Il les rembourse quand il peut. Lorsque l'État est défaillant, les instances traditionnelles prennent le pouvoir. En Somalie, ce sont les 2000 chefs de clan qui font office d'autorité. Au nord de Mogadiscio, le cheikh Garwene est le sultan du clan des Roblé Sadi, tous issus du même village.
Sa barbe rousse est un signe de sagesse. Il a été élu par les 50 000 membres de son clan. Il fait office de juge, de policier et même dans certains cas, de conseiller matrimonial. Le sultanat n'est pas quelque chose qu'on choisit par hasard. Ça vient de Dieu. On n'apprend pas ça à l'école. Seule une étude approfondie de la religion peut nous apporter ce savoir. Je n'ai pas suivi de formation, mais si tu connais par cœur la religion, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Mais tu es toujours préoccupé par les soucis de tout ton clan. Et je ne dors pas beaucoup. Les sultans ne sont pas rémunérés. Pour gagner sa vie, le cheikh Garouéné est professeur dans une école coranique. Il est payé 180 € par mois. En Somalie, les écoles sont payantes. Alors pour les plus pauvres, la seule alternative pour apprendre à lire sont les écoles religieuses qui, elles, sont gratuites. On y étudie exclusivement le Coran. Les enfants l'apprennent par cœur à partir d'extraits peints sur ces tablettes en bois. Qu'est-ce que tu apprends ici? Je suis obligé d'apprendre le Coran. Pourquoi tu n'as pas pu aller dans une école générale? Parce qu'on n'a pas les moyens. Tu y serais allé si tu avais pu? Oui, j'aurais aimé. Cette école religieuse accueille des enfants âgés de 6 à 15 ans. Les filles sont séparées des garçons par un panneau en tôle. Aujourd'hui, c'est le week-end. Allez vous reposer. Vous savez ce que j'attends de vous? Avant tout, il faut craindre le Seigneur. C'est mon conseil. Allez, votre maître vous libère. Que la paix soit avec vous. Pour le sultan, pas de jour de repos. À peine la classe terminée, il doit gérer une affaire importante. Un des membres de son clan est accusé de meurtre. Il faut régler ce problème. Nous allons très vite prendre contact avec la famille de la victime. L'accusé, le voici. Abderrazak est policier. Il a été jugé pour avoir tué un civil à un checkpoint. Depuis peu, les autorités somaliennes sanctionnent durement les policiers, souvent accusés d'exaction. Abderrazak Youssouf Gouré, le tribunal vous a condamné par fusillade. Ceux qui s'opposent à ce jugement peuvent faire appel. Pour le sultan, pas question de laisser un des siens dans le couloir de la mort. Une réunion s'organise dans un hôtel de Mogadiscio. Autour de la table, des représentants du clan venus de plusieurs régions du pays. Un de nos fils, qui est policier, a arrêté un chauffeur de tuk-tuk. Ils ne se sont pas bien compris. Alors, il a sorti son arme et il l'a tué. Notre religion nous offre 3 options dans ce genre de cas. Soit nous tuons un des nôtres, soit les victimes nous pardonnent, ou alors nous payons une certaine somme d'argent. C'est ce que nous avons choisi. Notre tradition prévoit que nous devrons payer l'équivalent de 100 chameaux à la famille de la victime. Cela effacera notre dette. 100 chameaux valent environ 45 000 €. Près de 500 fois le salaire mensuel moyen. Une somme qu'ils vont tenter de réunir auprès des membres du clan. Chacun doit payer selon ses moyens, entre 5 et 200 $. Bon, écoutez-moi tous. Abderrahman, tu vas devoir payer 20 $. Qu'est-ce que vous faites si certains refusent de payer? Si quelqu'un refuse de payer, on l'emprisonne et on le punit. C'est nous qui donnons les ordres. Si les clans s'arrangent entre eux, les autorités judiciaires n'auront plus leur mot à dire. Les clans préfèrent s'arranger entre eux depuis le début de la guerre civile. Tant que nous n'avons pas un vrai gouvernement national, nous ne pouvons pas compter sur la justice de ce pays.
Le policier tueur sera relâché lorsque la famille de la victime aura bien reçu les 45 000 € promis. Le processus peut prendre plusieurs mois. Pour tenter de restaurer la confiance des Somaliens pour la justice, une nouvelle génération de responsables s'engage dans la vie politique, au péril de leur vie. Dans cette maison aux allures de place forte, vit un des hommes les plus puissants du pays, Abdirahman Omar Osman, et le maire de Mogadiscio. Pour les terroristes Shebab, c'est un homme à abattre. Il nous invite à partager sa journée. C'est le petit déjeuner traditionnel somalien. C'est du foie de chèvre que nous mangeons avec des anjari, une sorte de crêpe. Nous mangeons avec nos mains. C'est ce qui rend notre nourriture si délicieuse. Quel est votre rôle en tant que maire de Mogadiscio? Je dois fournir de l'eau potable, offrir un service de premiers soins, ainsi que de l'éducation. Mais le plus grand défi, c'est la sécurité dans la ville, que nous essayons d'améliorer. Le maire se déplace en voiture blindée et dispose d'une escorte d'une dizaine de policiers. Malgré le danger omniprésent, Abdirahman Osman a choisi de quitter une vie paisible en Europe pour revenir en Somalie. Je suis rentré du Royaume-Uni il y a 11 ans. J'étais fonctionnaire dans une administration locale au nord de Londres. J'ai décidé de quitter mon travail, ma femme et mes enfants pour venir aider mon pays et mon peuple. Comment êtes-vous devenu maire? C'est le président qui m'a nommé. Il n'y a pas d'élection municipale en Somalie? Pas pour le moment. Mais nous travaillons à l'organisation d'élections dans un futur proche. À son arrivée à la mairie, il a droit à un petit rituel du chef de sa garde personnelle, dans un style hérité de l'armée britannique. Le maire a un des plus gros salaires du pays. 15 000 $ par mois, prime de risque comprise. Il dirige une des plus importantes administrations de Somalie. 2600 fonctionnaires travaillent pour la ville. Dans son bureau, ses administrés font la queue. Il les reçoit un par un pour écouter leurs doléances. Monsieur le maire, j'attends toujours une réponse par rapport au dossier que je vous ai déposé. Attendez, s'il vous plaît. Cet homme a un problème de voisinage. Cette histoire traîne depuis une semaine. Nous devons régler ce problème rapidement. Monsieur le maire, vous savez que les employés n'ont toujours pas reçu leur salaire. Avec 30 millions d'euros annuels, le budget de la ville suffit à peine à payer les salaires. Pourtant, il faudrait beaucoup d'argent pour tenter de rétablir la sécurité à Mogadiscio. Le sujet occupe la majeure partie des journées du maire, parfois jusque tard dans la nuit. Le soir, sa sécurité personnelle est doublée. 20 policiers escortent son convoi. Les responsables politiques comme moi sont les cibles principales des terroristes. Les Shebab ont changé de tactique. Ils mènent une guerre asymétrique. Alors nous devons nous tenir prêts et nous assurer que nous sommes en mesure d'accomplir notre mission pour notre peuple. Chaque soir, il réunit le comité de sécurité d'un quartier différent de la ville. Bonsoir à tous. Ce jour-là, ce gymnase en plein air fait office de salle municipale. En choisissant ce lieu ouvert, le maire veut montrer qu'il ne craint pas les terroristes. Autour de la table, un représentant pour chaque district. Le chef de la police nationale a fait le déplacement.
La journée a été particulièrement agitée, avec 5 morts violentes, dont un homme retrouvé mort, ligoté dans une maison incendiée. Il s'est passé des choses aujourd'hui? Oui, il y a eu des événements graves, notamment un policier qui s'est mis à tirer sur des civils. Près de 2 millions d'armes de guerre circulent dans la ville. Ce soir-là, face à l'insécurité, le maire et le chef de la police ont décidé de faire un coup de communication. Nous voulons montrer au public que le maire et le chef de la police peuvent marcher dans la rue sans crainte. Nous allons parler avec des jeunes, vous allez voir. Vous allez bien? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Le maire veut donner l'impression qu'il marche sans crainte, mais il est tout de même encadré par une 50aine de soldats et policiers. On bloque les carrefours. On cherche à éviter qu'un véhicule ou qu'un tuk-tuk qui serait piégé puisse passer. La menace est constante? Oui, elle est permanente. Mais je doute qu'ils fassent quoi que ce soit ce soir. Nous sommes nombreux. C'est une démonstration de force. Ils ne font pas le poids. La délégation termine la soirée dans un restaurant du centre-ville. Bonsoir, comment ça va? Bonjour. Bonsoir. Cette sortie apparemment anodine est en fait une première. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement, le maire de Mogadiscio ou les responsables de la police se promener la nuit dans la ville. Ça fait 27 ans que c'est pas arrivé. Pour nous aujourd'hui, voir tous ces officiels se promener la nuit, c'est une première étape vers la paix. Mais cet enthousiasme sera de courte durée. 3 semaines après notre tournage, le maire sera victime d'un attentat. Ce jour-là, il reçoit à la mairie le haut représentant des Nations Unies pour la Somalie, James Wan. Les terroristes Shebab profitent de cette cérémonie pour lancer une attaque kamikaze. Une bombe explose dans la salle des fêtes. L'attentat fait 6 morts. Le représentant des Nations Unies échappe de peu à l'attaque. Mais le maire, grièvement blessé, est évacué vers le Qatar pour y être soigné. Il décédera de ses blessures 1 semaine plus tard. Des funérailles nationales sont organisées. La responsable de l'attaque est cette femme non-voyante. Pendant plus de 2 ans, Mariam était une des collaboratrices les plus proches du maire de la ville. Mais originaire des territoires Shebab, elle était aussi un agent dormant infiltré de l'organisation terroriste. C'est elle qui portait le gilet explosif. Elle est morte dans l'attentat. Après des semaines de négociations, nous sommes parvenus à entrer en contact avec un ancien Shebab. Rendez-vous est pris dans une maison anonyme du centre-ville. Bonjour, je suis content de vous rencontrer. Marié et père de 2 enfants, il nous dit avoir été enrôlé de force dans les rangs des djihadistes lorsqu'ils ont pris le contrôle de sa région. Selon lui, les Shebab ont infiltré toutes les strates de la société. Ils vivent en ville, on ne peut pas les reconnaître, mais certains sont armés avec des pistolets. Ils sont partout à Mogadiscio? Oui, ils sont partout à Mogadiscio. Il y a des espions qui recueillent des informations importantes. Et il y a aussi ceux qui collectent l'argent du racket. Même les ministres et les députés doivent les payer. Ils sont plus forts que le gouvernement? Bien sûr qu'ils sont plus forts. Ils ont des kamikazes, et une personne prête à mourir est plus forte que n'importe qui. En 2015, il a quitté les Shebab et il est devenu informateur pour le gouvernement. Depuis, sa vie est constamment menacée. Pour empêcher les Shebab d'agir à Mogadiscio, les forces de police doivent verrouiller en permanence les accès de la ville.
Mohamed Jego est à la tête d'une unité d'élite. Il dirige une centaine d'hommes entraînés par l'armée américaine. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller contrôler les points d'entrée et de sortie de Mogadiscio. Il y a aussi les checkpoints sur la route à inspecter. Allez, sortez, sortez! Direction le sud de la ville. D'après les services de renseignement, les Chebabs y seraient actifs. Dans les quartiers populaires, les contrôles de police sont moins fréquents, alors ils sont régulièrement la cible d'attentats meurtriers. Postés à un carrefour, les policiers contrôlent chaque véhicule. On recherche des armes et des explosifs dans les voitures et on fouille les passagers. Les fouilles se font à main nue, au risque de déclencher des dispositifs explosifs. Nous menons des fouilles surprises dans les quartiers. Mais nous manquons de matériel pour pouvoir détecter les explosifs. Moi, ça me rassure qu'il y ait tous ces contrôles. Rien qu'hier, il y a eu un attentat ici. C'est important de pouvoir sécuriser le quartier. La patrouille repart. Sur la route, les policiers sont sur le qui-vive. Comme on le voit sur cette vidéo, les forces de l'ordre sont régulièrement la cible d'attentats à la voiture piégée. Lorsque notre convoi traverse ce faubourg, les policiers repèrent une voiture stationnée sur le bord de la route. Elle n'a rien à faire à cet endroit. Les policiers mettent immédiatement en joue le conducteur. Fausse alerte pour cette fois. Nous nous dirigeons vers la zone la plus dangereuse de la région. À 15 km au sud de Mogadiscio, il n'y a pas de ligne de front. Mais on entre dans le territoire des Chebabs. Cette route est la porte d'entrée vers Mogadiscio. Les services de sécurité y ont installé le checkpoint le plus protégé de la ville. La plupart des gens qui passent par ici viennent des zones Chebabs. Nous fouillons tout le monde, car il y a forcément des Chebabs parmi eux. Si nous trouvons des armes ou des bombes, les détenteurs sont arrêtés. C'est le premier point de contrôle à l'entrée de la ville de Mogadiscio. Ici, le danger est omniprésent et des attaques peuvent survenir à tout instant. Ce camion cachait des armes et des explosifs. Il a été repéré et détruit quelques semaines auparavant. Plus récemment, c'est une voiture piégée qui a tenté de forcer le passage. On l'avait arrêté au point de contrôle. Quand on s'est approché pour contrôler le chauffeur, la voiture a explosé. La carcasse pulvérisée de la voiture est toujours sur place. Comme un symbole, les policiers ont choisi de conserver les traces de cet attentat. Regardez, ça c'est le gilet pare-balles du policier qui a tenté de l'arrêter. C'est tout ce qui reste de lui. Nous ne l'oublierons jamais. Un peu à l'écart, un bunker a été improvisé à base de blocs de ciment et de tôle.
À l'intérieur, un agent des services de renseignement. Sa seule arme, un PC portable qui contient les photos de suspects transmises par des informateurs. Tous ceux qui passent par ici sont fichés. Nous enregistrons tout. Nous avons les identités des individus et les immatriculations des voitures. Ce jour-là, l'ordinateur parle. Au cours d'une fouille au checkpoint, un jeune homme est reconnu par les policiers. Chef, il ressemble à quelqu'un qui est fiché. Ok. On vient de m'informer qu'il est connu de nos services parce que nous avons un signalement le concernant. Nous allons mener une enquête sur lui. Nous pensons qu'il fait partie des Shebab. Alors nous l'éloignons de la foule et nous allons mener une série de contrôles. Le jeune homme sera transféré directement à la prison centrale de Mogadiscio. En plein cœur de la ville, ce bâtiment a plus de 2 siècles. Il abrite une des plus anciennes prisons d'Afrique. Elle enferme les criminels et les terroristes les plus dangereux du pays, principalement des Shebab. Pour la première fois, une caméra de télévision est admise dans ce complexe carcéral. 700 prisonniers y sont incarcérés. Le directeur nous fait la visite. La majeure partie des prisonniers qui sont ici sont des meurtriers. Il n'est pas prudent d'aller les voir. Certains des détenus ont 12 ans à peine. Dégage d'ici. Rentre dans ta cellule, espèce de chien. Recule, cache-toi au fond de la cellule. Combien y a-t-il de prisonniers par cellule? Ça dépend. 30, 40, 50, c'est selon le nombre de lits qu'il y a dans chaque cellule. Le directeur accepte finalement de nous ouvrir une des cellules. Allez sur vos lits, que chacun des prisonniers aille dans son lit. Un détenu s'adresse à nous tout sourire. Nous apprendrons plus tard qu'il vient de nous menacer de mort si nous entrons dans la cellule. Un surveillant ouvre la voie. Il ne porte pas d'armes pour éviter les vols et réduire les risques de mutinerie. La plupart des détenus sont condamnés à des peines supérieures à 15 ans. Il fait plus de 40 degrés dans la cellule. Et il n'y a qu'un sanitaire pour plus de 30 prisonniers. Nous n'aurons pas le temps de poser des questions. Il faut partir précipitamment. Okay. Thank you. Thank you. Des cellules bondées, pas d'eau courante. Un rapport des Nations Unies dénonce les conditions de détention dans cette prison. Le directeur profite de notre venue pour nous montrer les nouveaux programmes de réinsertion qu'il a mis en place. Dans cette partie de la prison, les détenus volontaires peuvent travailler dans différents ateliers. Il y a les ferronniers qui réparent les lits de la prison. Dans l'atelier menuiserie, les prisonniers construisent des fenêtres, mais aussi des carabines en bois factices. Elles servent pour les défilés militaires. La plupart des gens faisaient partie des Shebab. Il y a aussi des voleurs et des violeurs. Et il y a ceux qui n'ont pas respecté leurs parents. Certains d'entre eux travaillent ici depuis plusieurs années. Ils gagnent $2 par jour qu'ils pourront toucher à leur sortie de prison.
J'ai été milicien chez Bab. Ça fait 10 ans que je suis en prison et il m'en reste encore 3. Mais aujourd'hui, je suis spécialiste de la couture en zigzag. Et j'aimerais faire ce métier en sortant de prison. Cette salle de classe est intégrée à la prison. Ces ex-miliciens sont passés cette année à l'équivalent du niveau CM1. Sarah et Mariam sont 2 amies. Elles sont inscrites dans une école de leur quartier. Mais ce matin, Mariam est inquiète car Sarah n'est pas venue à l'école. Vous saviez lire avant la prison? Non, non. Pas du tout. Jamais d'école? Non, pas d'école. Ce que je veux, c'est apprendre l'anglais pour devenir traducteur, si Dieu le veut. La fierté du directeur, c'est le grand orchestre. Policiers et prisonniers jouent de la musique ensemble, sous la direction d'un chef venu du Kenya. Au xylophone, un ancien combattant djihadiste en prison depuis 5 ans. C'était mon rêve de devenir musicien. Alors j'ai saisi cette opportunité dès que j'en ai eu l'occasion. Notre objectif, c'est de changer la mentalité des prisonniers. Nous voulons en faire des gens différents pour qu'ils puissent se réinsérer. Ces programmes de réinsertion sont financés par des donateurs du monde entier. La communauté internationale verse près de 2 milliards d'euros chaque année en aide humanitaire. Mais près de la moitié de cet argent n'arrive pas à destination. Pour des raisons de sécurité, les grandes organisations internationales sont regroupées autour de l'aéroport de Mogadiscio, en bord de mer. Une zone ultra sécurisée, aux allures de forteresse imprenable, très difficile d'accès, et que les expatriés ne quittent quasiment jamais. Nous avons rendez-vous dans ce camp de l'ONU qui abrite 2000 fonctionnaires internationaux. Justin Brady est responsable de l'aide humanitaire depuis plus de 10 ans. Chaque bâtiment est renforcé pour pouvoir résister à des tirs de mortier. Si des tirs arrivaient maintenant, nous avons prévu des abris en béton renforcé pour pouvoir nous protéger. Cette base s'est faite attaquer plusieurs fois ces derniers mois. Alors l'ONU doit beaucoup investir pour la protection de ses employés. Près de la moitié de son budget. La première dépense, c'est la sécurité. C'est pour ça que nos coûts de fonctionnement sont parmi les plus élevés du monde. Un véhicule blindé est bien plus cher qu'une voiture normale. Je dois fournir à mon staff des casques et des gilets pare-balles. Nos dépenses en Somalie sont bien plus élevées qu'ailleurs. Ça représente combien? 30-40% du budget? Je ne sais pas exactement, mais c'est très cher. Les expatriés qui vivent dans ces camps retranchés gagnent tous plus de 8 000 € par mois. Pour les attirer, il faut leur proposer un minimum de confort. Ils se déplacent en voiture blindée, ils volent en avion privé, des coûts de fonctionnement qui amputent de plus de 60% les montants disponibles pour les Somaliens. Alors sur le terrain, les résultats ne se voient pas beaucoup. Comme dans cette maternité du centre de Mogadiscio. Pour des milliers de femmes,
C'est l'unique solution gratuite pour accoucher dans une structure médicale. Elle est financée par Action contre la faim, une ONG française présente en Somalie depuis 1992. Il n'y a que 3 sages-femmes seulement pour 140 consultations et une dizaine d'accouchements par jour, pratiqués dans une salle insalubre. Pour les accouchements, nous avons des gants stériles, des lunettes de protection et aussi des masques. Ici, pas de péridurale, les salles sont surchargées et les femmes quittent la maternité 24 heures seulement après leur accouchement. L'association n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un médecin. Les consultations sont assurées par des infirmiers. Dans les cas les plus compliqués, ils n'ont comme unique aide que ce petit manuel de médecine. Ceci est le guide somalien du traitement médical. Il nous aide en cas de besoin. Par exemple, il nous explique comment prescrire des médicaments, mais aussi la prise en charge des femmes enceintes, du choléra, ou comment faire des vaccins. Il y a aussi la description de certaines MST. En Somalie, un bébé sur 10 meurt à la naissance. Le manque de moyens des ONG médicales a souvent des conséquences dramatiques. Quand les Somaliens appellent les secours, c'est souvent trop tard. Abdelkader Aden est dentiste de formation. Il a créé cette association d'ambulance il y a plus de 30 ans, au début de la guerre civile. C'est la seule de la ville. Nous avons une vingtaine d'ambulances. Elles sont vieilles. Elles datent de 98, 99. Les véhicules viennent de l'étranger. Leur équipement est très sommaire. Il y a de l'oxygène et un kit de premiers soins. C'est vraiment l'équipement basique. C'est vieux, mais c'est mieux que rien. L'association emploie des chauffeurs, des infirmiers, mais là encore pas de médecins. C'est le dentiste qui forme ses employés aux rudiments du premier secours. C'est notre campus, dans lequel nous formons les futurs infirmiers. Ce vendredi matin, il n'y a pas cours. Ah, il y a quelqu'un qui dort ici. Amin Ambulance mène une vingtaine d'interventions par jour. À chaque fois, une question de vie ou de mort. Nous avons une urgence dans le nord de la ville. Nous devons transférer un malade vers une clinique. Nous n'avons pas d'autres informations. Nous verrons une fois sur place. Ils ont été appelés dans un petit dispensaire pour prendre en charge une petite fille de 4 ans. Elle est soignée depuis une semaine et son état s'est aggravé. Les employés sont complètement dépassés. La petite fille est emmenée vers le seul hôpital de la ville qui dispose d'un service de pédiatrie. Sa mère et son oncle l'accompagnent. On ne sait pas de quoi elle souffre. Les médecins ne nous ont rien dit. Personne au dispensaire n'a réussi à faire un diagnostic. Nous sommes impatients d'arriver à l'hôpital pour qu'elle soit enfin soignée. Nous prions Dieu pour qu'elle guérisse, mais nous savons qu'elle souffre énormément. Dans l'ambulance, aucun soin n'est prodigué. À l'arrivée, il est trop tard. La petite fille est morte pendant le trajet. La mère,
terrassée par le choc, est inconsciente. Plus tard, la famille sera ramenée chez elle, à l'extérieur de Mogadiscio, dans ce camp de réfugiés aux allures de bidonville, où vivent des millions de Somaliens qui ont fui les territoires Chebab. L'enfant sera enterré le jour même, comme le veut la tradition. C'est Dieu qui a voulu que je perde mon enfant. Que Dieu apaise ma douleur. J'ai tout fait pour mon enfant. J'ai tout essayé pour qu'il soit en vie. Mais malheureusement, son heure était arrivée. Je remercie Dieu dans les moments de malheur comme dans les moments de bonheur. Maladie, pauvreté, malnutrition, insalubrité. Les milliards de l'aide internationale semblent ne rien changer. En partie à cause d'une corruption généralisée. Depuis 2008, l'ONG Transparency International a toujours classé la Somalie comme le pays le plus corrompu du monde. Selon un ministre somalien, 30% seulement de l'aide arrive sur le terrain et aucun contrôle n'est mis en place. Des élections présidentielles ont lieu ce mois de février 2021. Le futur président sera élu par des parlementaires issus des clans. Le peuple somalien, lui, n'aura toujours pas son mot à dire.